Voilà, bonjour. Donc, nous sommes sur Radio Laurent avec Jean Lassalle, avec Anne-Marie Laborde qui posera des questions, et puis David Castera et Mathieu Stailles qui sont là pour Second Life. Alors, je vais d'abord demander à David Castera, en même temps que l'émission de Radio Laurent est enregistrée, il y a également l'avatar de Jean Lassalle et mon avatar qui sont sur le web. Alors, comment ça se fait? Alors voilà, exactement. Donc, votre avatar et celui de Jean Lassalle donc sont présents dans Second Life pour à l'occasion de cette émission rencontrer d'autres personnes qui sont des avatars venus d'un petit peu toute la France, enfin du moins des gens qui ont été informés de cette rencontre. L'idée c'est déjà de proposer et de montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ce genre d'outils, donc les univers virtuels. Et là, typiquement, on est dans un des usages qui est la rencontre entre un élu et les gens du peuple et des électeurs qui sont pas forcément les gens présents ne sont pas forcément des électeurs de Jean Lassalle, puisque ce sont certainement des gens qui viennent d'un petit peu partout en France. Il y a actuellement 5 personnes présentes dans la salle, ce qui est peu, l'horaire ne favorisant pas la présence. Quand tu dis présent dans la salle, c'est dans la salle virtuelle. Dans la salle virtuelle. Donc voilà, des gens exactement. qui sont connectés Voilà. actuellement. Exactement. On est. L'idée, c'est un petit peu de montrer ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Typiquement, là on le fait aujourd'hui. On peut très bien imaginer d'organiser des rencontres fréquentes avec Radio Laurent, par exemple, sur Second Life, ou un autre univers, entre des gens des milieux politiques, culturels, associatifs de la région et des avatars. C'est un moyen aussi de faire la promotion de la région. C'est un moyen aussi de garder le contact avec des gens, des Béarnais qui sont ailleurs en France ou dans le monde même. On peut imaginer beaucoup d'applications. Donc voilà, l'idée ce matin c'était un petit peu d'expérimenter et de montrer aussi à Jean Lassalle un petit peu qu'il y avait quelques outils intéressants et qu'il se faisait des choses intéressantes à Oloron. Et que Radio Oloron aussi est à la pointe du progrès. À la pointe des technologies. Voilà, alors concrètement, si des gens veulent poser des questions sur Second Life, comment ils font? Ils posent des questions directement via le chat. Voilà. Et là, c'est moi qui relayerai les questions. On aurait très bien pu imaginer que Jean Lassalle soit derrière le poste et réponde directement aux questions de ses avatars. D'accord. Donc, Jean Lassalle... Pardon, excusez-moi, les avatars, pour ceux qui nous écouteront, on en a déjà parlé sur la radio, c'est un peu la figurine. Enfin, c'est la représentation numérique d'une personne. Voilà. Alors, nos avatars sont plus jeunes que les vrais. Hein. Oui. Ah, d'accord. Donc, Jean Lassalle, vous publiez La parole donnée au Cherche Midi. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est des fois, est-ce qu'il ne vous arrive pas de jouer à Jean Lassalle? C'est-à-dire, lorsque vous montez à Paris, est-ce que vous n'êtes pas perçu un peu comme le cousin de province, agriculteur, qui a un accent chantant du midi, et puis qui va chanter à la fin du repas? En somme, est-ce que vous jouez pas à Jean Lassalle? Ça peut-être pu se produire. En tout cas, toujours à mon corps défendant. Parce que je n'ai jamais essayé de jouer ce rôle-là. Parce que je l'aurais assimilé à un côté vulgaire ou folklorique que je n'ai jamais voulu donner de cette région. Ceci étant, on ne sait jamais comment on est perçu, et forcément avec mon accent, je fais un peu indien dans la ville, et puis avec mes cours de théâtre, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai recherché. Page 17, dans votre livre, vous dites les discussions que j'ai eues lorsque j'étais dans ma jeunesse m'ont convaincu à jamais qu'être de gauche ou de droite, finalement, importe peu. Alors la gauche et la droite, ça existe objectivement, mais ça existe aussi dans la représentation qu'on s'en fait. Quelle représentation de la gauche et de la droite vous aviez et vous avez? Alors j'avais, puisque pour prendre les choses dans l'ordre, il faut se reconstituer dans le contexte de l'époque, et pour les plus jeunes, c'est un petit peu plus difficile. Nous étions dans une période qui était beaucoup plus politisée qu'aujourd'hui.
Et on était de gauche, on était de gauche. On était de droite, on était de droite. Il ne serait pas venu un seul instant, l'idée à quelqu'un de se mélanger. C'eût été une trahison. Ce qui se passe aujourd'hui, mais révolterait, soulèverait le cœur d'indignation de ceux qui vécurent cette époque-là. Parce que c'était un de leurs traits essentiels d'identité. L'appartenance à une idée et à une sensibilité politique qu'on disait donc de gauche ou de droite. Et c'est un des éléments qui m'a à la fois beaucoup torturé tout au long de mon enfance et mon adolescence, comme j'essaye de le décrire, et qui en même temps m'a structuré. Et je finis effectivement par ce raccourci, un peu facile, mais aussi un peu, comment je dirais, provocateur. J'avais acquis la conviction qu'être de droite ou de gauche, peu importe, ce qui comptait, c'était ce qu'on avait envie de faire pour son pays, sa région, pour les autres. Mais c'est un peu provocateur, parce que je sais bien que c'est pas la même chose. Je sais bien que c'est pas la même chose. Et par contre, j'ai vu depuis que les repères que nous avions de ce temps-là se sont effacés. C'est d'autres repères qui sont en train de se constituer, et c'est la raison pour laquelle je suis à peine un petit peu, peut-être, sans vouloir être prétentieux en avance sur mon temps, parce que les repères vont se reconstituer autour de valeurs du style est-ce qu'on reste dans le camp des hommes, ou est-ce qu'on dégringole définitivement dans celui de l'argent? À propos, oui, justement, à propos de repères, je vais vous lire la phrase de Nicolas Sarkozy qui me paraît poser un problème de repère. Il dit « L'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de la vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. » Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Je ne sais pas qui c'est qui la lui a glissé. En tout cas, oui. Oui, je n'avais pas pensé à lui. Oui, parce qu'il est très porté sur la question, justement, je connais bien Henri Guénaud, parce que nous sommes rencontrés sur les civilisations, et effectivement, c'est tout à fait ça. Maintenant que je sais qui c'est, oui, ça ne m'étonne pas, mais elle est particulièrement fausse. Oui, je ne la partage pas du tout, parce que vraiment, surtout comparer les instituteurs. J'ai posé une institutrice. Bon, ça, je sais pas vraiment, j'aurais jamais imaginé. À la fois par la crainte que m'inspirait cette profession, et en même temps l'immense respect, parce que je dois tout à l'éducation nationale, sans qui je n'aurais jamais rien fait. Mais s'il y a un métier où il faut vraiment comprendre, donner de soi-même, aller au fond des choses et rentrer dans les cœurs, c'est celui d'instituteur ou d'enseignant. Donc c'est même un petit peu, c'est vraiment un désir d'opposer des gens qui vont au bout. Autant le paysan va au bout, autant l'instituteur y va aussi. Ils sont sur des registres différents, mais ils sont tous les deux très près de l'homme. Oui, et puis c'est mettre sur le même piédestal quand même des représentations qui sont différentes. Un instituteur n'a pas vocation à distiller un engagement spirituel. Donc là, on n'est pas du tout. Quand on lit votre livre sur l'histoire de gauche et de droite, au début on vous lit et on se dit cet homme, si on vous connaissait pas, il va basculer à gauche, il va fatalement, parce que l'autre, le prochain, alors ce sont pas que des valeurs de gauche, évidemment, mais ce partage, cette volonté que les gens puissent vivre mieux, on est dans un peuple de gens modestes, etc. Et on se dit, il va basculer à gauche. Et puis finalement, non. À un moment donné, vous allez dire, je ne pouvais aller que vers oui, vous dites, vers l'UDF. Page 263, quand vous êtes engagé politiquement, je me suis retrouvé tout naturellement à l'UDF. Alors que vous dites, page 102, je me sentais proche des socialistes. Et puis page 326, Monsieur Mitterrand avait un début de septennat flamboyant et prometteur pour lequel j'ai éprouvé une sincère admiration.
Voilà. Et puis, et même page 267, vous dites le monde actuel est un monde du goulag qui ressurgit sous une autre forme, ce qui sont des propos qui pourraient être tenus à Attaque ou chez Besancenot. Je crois que c'est tout le côté complexe que mes éditeurs ont tellement, sur lequel mes éditeurs ont tellement insisté à propos de ma personnalité. Moi-même, je n'avais jamais fait de thérapie, psychothérapie, donc pour savoir. Mais d'abord, je vous remercie parce que ça montre à quel point vous avez regardé et lu mon livre, ce qui fait énormément plaisir. Et pour le reste, je vais vous dire, je ne sais pas moi-même. Je crois que ça restera la grande question de ma vie. Parce que il y a un peu d'atavisme forcément dans le choix qu'on fait. Parce que vraiment mes parents ont été issus au départ de la démocratie chrétienne, mais comme on l'est dans nos campagnes, et puis mon père était devenu un très grand admirateur de Gaulle, donc moi j'admirais mon père, donc par conséquent j'admirais De Gaulle. Et de l'autre côté de la famille, du côté de mes tantes, ils étaient tous du Parti communiste et très engagés. Voilà, donc j'ai été perpétuellement, comment je dirais, partagé entre ces deux approches. Alors, je crois que je m'inscris davantage dans ce qui va venir, c'est-à-dire ce nouveau, comment je dirais, cette nouvelle manière de s'engager, que celle qui, à mon avis, est aujourd'hui peut-être en train de changer. Parce que je ne fais pas partie, c'est certain, je ne me retrouve pas à droite dans les idées de droite qui défendent aujourd'hui le matérialisme et puis ces monstres du capitalisme féroce qui écrasent tout. Mais je ne me retrouve pas non plus dans la gauche caviar. Donc, je suis là où on m'a laissé suffisamment de latitude pour m'exprimer et pour en finir avec un des aspects de la question, pourquoi pas à gauche. Disons que il y avait un côté dogmatique, peut-être notamment au Parti socialiste, qui me gênait un petit peu. Il fallait tous croire de la même manière et le dire tous de la même manière. Alors ce qui fait que, ma foi, je suis arrivé au centre, c'est surtout la rencontre avec les hommes. J'ai trouvé Borotra, j'ai trouvé Bayrou, j'ai trouvé des gars avec qui je me suis senti en harmonie. Et puis après, pourquoi? Alors beaucoup d'amis me posent cette question, et surtout dans les pays du monde dans lequel je vais, et qui sont persuadés que je suis en France très à gauche sur l'échiquier. Et ils tombent de l'arbre quand on leur dit, mais il fait partie d'un mouvement qui soutenait encore le gouvernement il y a quelques mois. Voilà. Alors, au tout début, dans votre enfance, votre jeunesse surtout, vous êtes vous avez toutes les idées qui se retrouvent un peu chez vous. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, il y a des objecteurs de conscience. Donc ça vous amène un monde que vous ignoriez, hein, parce que vous étiez dans un petit village, et donc beaucoup de jeunes arrivent avec des idées nouvelles, contre le capitalisme, sur l'amitié entre les peuples, la solidarité, des choses comme ça. Et donc c'est là qu'on se dit, tiens, il est jeune, il va peut-être basculer. Et puis par contre, rapidement, les gens qui vont être pas des maîtres, mais des gens qui vont vous influencer, dans lesquels vous allez vous reconnaître, et vous vous dites, ce sont des amis, ils m'ont aidé, ils m'ont guidé, etc. On trouve l'ancien maire de Raqqa, on trouve Jean Saint-Josse. Alors c'est là et on se dit, tiens, finalement toutes les figures dont il parle, qui l'ont peut-être ou influencé ou guidé, etc., sont des gens bien marqués, avec des idées politiques bien marquées. Et d'ailleurs, vous ne parlez, on voit pas à part Brice Lalonde, pour lequel au début vous aviez l'impression d'être peut-être en osmose avec ce qu'il vous proposait lorsqu'il a été au ministère. Mais sinon, on n'a pas de gens à gauche qui vous aient marqué, qui vous aient peut-être guidé, comme vous parlez des autres. Vous oubliez... Mais c'est juste un constat. Hein, Non, mais dans ce constat, vous oubliez Jean Pitreau. Ah oui, alors mais vous dites pas, quand on le connaît pas, Jean Pitreau. Le premier dont je parle, non, parce qu'il était inclassable.
Mais c'était un homme bon, aujourd'hui, dans l'échiquier, il serait, je ne sais pas où. Beauvais, non oui, pas tout à fait avec Beauvais, parce qu'il y avait quand même une différence, c'est que Pitreau était paysan de tradition. Et il serait abersalé, basque, de tendance gauche, mais il était à gauche. Et lui l'avait progressivement affirmé, alors qu'au départ, ce n'était pas le cas, parce que c'est toujours cette tradition paysanne. Dans la tradition ouvrière, vous êtes de gauche par filiation, et dans la tradition paysanne, sans vouloir trop simplifier les choses, parce qu'il y a de tout partout, bien entendu, hein, mais vous êtes plus facilement de droite. Et puis, sur Armando Abadia, c'est cataloguer un petit peu vite Armando, parce qu'Armando était beaucoup moins facile à cerner qu'on pourrait y penser. Alors, bien sûr, le fait qu'il ait été nommé par Franco au départ lui a donné une espèce d'étiquette. Mais sa réélection à Raqqa, regardez depuis qu'il est parti, il y a eu un maire de transition, mais c'est le Parti Socialiste, c'est le PSOE qui règne sur Raqqa, et d'une manière remarquable d'ailleurs. L'Aragon est comme ici, c'est une terre tranchée comme le Béarn, hein, c'est plutôt une terre radicale socialiste. Donc, Abadia, non, je pense qu'il y a eu autant de maîtres à penser d'un côté que de l'autre. Pour en finir avec les engagements profonds, une des raisons de l'engagement à droite ou à gauche, c'est la raison philosophique ou religieuse. Dans votre livre, vous ne parlez jamais de vos convictions profondes. Est-ce que vous êtes catholique, agnostique, athée, partisan de la religion naturelle? C'est par pudeur ou parce que ça vous paraissait pas utile? Non, c'est plus profond, beaucoup plus profond que ça, je pense. Je crois que je suis en recherche. J'ai reçu un enseignement catholique très poussé, puisque je suis resté enfant de cœur pratiquement jusqu'à 15 ans, jusqu'au moment où le curé m'a presque viré, parce que j'étais beaucoup trop grand pour le rôle. Il n'y avait plus aucune aube, aucune soutane qui me convenait, et c'était pitié que de me voir avec les soutanes jusqu'aux genoux. Et puis, puis j'avais fait mon temps. Et c'est après une période, j'explique, où en fait j'ai fait une déprime, la déprime des adolescents, où je n'avais plus aucun sens dans ma vie. J'étais très heureux à la maison et très malheureux partout ailleurs. Donc je me disais, tout ça ne sert à rien. Et même l'Église, puisque j'avais, si vous voulez, cette affaire qui m'a toujours suivi, c'est de vouloir tout aller jusqu'au fond de tout. Et qu'est-ce que j'avais retenu de l'Église? C'était que cette notion d'éternité, ce qui ne s'arrêtait jamais. Je me suis dit, mais c'est terrible ça. Mais être mort et pour toujours. Et puis si jamais tu as réussi, tu es bon et tu vas au ciel, mais pour toujours. Et si tu es mauvais, tu vas à l'enfer pour toujours. Jamais, la notion de jamais. Quelque chose qui ne peut jamais arriver, qui n'aura jamais de fin. Donc ça m'avait collé une dépression nerveuse. Par contre, je me suis toujours très bien senti dans une église, parce que j'ai trouvé des moments de très grande paix, notamment pendant des offices, de grande spiritualité aussi, moments très forts, un soir de Noël, un soir de Pâques, quand c'est très bien chanté, ou des grands moments d'émotion pendant les enterrements, notamment de jeunes, où une communauté tout entière fait corps avec la famille endeuillée. Pour le reste, je crois, voilà, je vais vous dire plutôt comment je vois, je crois à une forme de destinée, et je crois à ma bonne étoile, ce que j'appelle la providence. Je dis souvent, bon, moi je fais tout ce que je peux ici en bas, maintenant, si tu veux donner un coup de main, toi, tu donnes un coup de main pour faire la différence. Mais je n'arrive pas à avoir la foi, car par exemple, maman, dont on parle ces jours-ci, qui elle, croit, comme croyait mon oncle, je ne suis pas arrivé. Donc ce n'est pas par esprit de, comment je dirais, de cachotterie, ni parce que, non, c'est tout simplement parce que je me recherche
je me recherche sur ce domaine-là, très profondément. On a du mal des fois à suivre vos engagements, mais il me semble qu'il y a quand même un fil qui suit vos engagements, c'est le refus d'une nature naturelle. C'est ce que vous dites en parlant d'Éric Pététin, page 37, vous dites à propos d'Éric Pététin que il allait devenir votre adversaire le plus emblématique et déterminé à l'occasion de la construction du tunnel du Somport, et vous ajoutez l'un des plus grands regrets de ma vie est qu'il ait laissé un peu de lui-même, de sa freur de vivre un homme libre, dans une nature qu'il ne concevait que naturelle. Ensuite, vous dites ailleurs que vous êtes hostile à la directive Habitat, l'article 6, où l'on nous dit que dans nos territoires remarquables, où on a pu conserver nos ours, on ne pourra développer que des activités liées à la santé humaine et la sécurité publique, donc le pastoralisme, la sylviculture, l'hydroélectricité ne rentrent plus dans ce cadre. Vous dites aussi que vous n'aimez pas les parcs nationaux, sauf celui que vous avez présidé, et d'autres réserves naturelles imposées tant vanté par les écologistes. Et je me suis dit que vous aviez peut-être un rapport à la nature qui est déterminé peut-être par rapport à l'animal. Il y a page 44, vous décrivez le moment où vous tuez le cochon. Et alors vous dites, je pris d'énormes couteaux que l'on me tendait, et les larmes aux yeux, je commençais à tâter le cou tendu de la bête pour bien percevoir l'endroit où j'allais enfoncer la lame jusqu'à la garde. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître, et j'atteignis même ferrarissime le cœur. Le sang gicla violemment de sa gorge percée. Et puis en parlant de l'ours, alors vous rappelez un souvenir d'enfance et vous dites, vous êtes avec votre père dans les estives, et puis il y a l'ours, encore lui, qui choisit ses périodes pour harceler le troupeau. J'ai vu mon père passer 15 nuits blanches consécutives aux abois, à surveiller, à hurler pour le mettre en fuite. Les deux chiens patous, seuls, à ne pas avoir peur, donnaient férocement de la voix et tentaient eux aussi de chasser l'intrus. Chacun sortait de ces longues périodes brisées comme les marins après une longue tempête en mer. Finalement, la nature, vous la voulez habiter par des hommes? Oui, il y a beaucoup de choses, d'éléments très forts dans la question que vous me posez. Alors, excusez-moi si j'en ai oublié quelques-uns au passage. Oui, je la vois habitée par des hommes parce que je suis né dans un pays, dans une région où la nature était habitée par les hommes. J'ai eu l'occasion par la suite de voir des territoires qui n'étaient pas habités par les hommes. J'ai fait une partie de traversée du Sahara en autostop. Là, il n'y a pas d'hommes et ça ne m'a pas gêné. Mais ici, il y en a sur la piste, il y en a finalement plus qu'on ne croit. Et j'ai vu la formidable forêt maintenant qui est au Brésil, enfin partie au Brésil, la toute forêt tropicale dont on parle tant pour couper les arbres. Maintenant son nom m'échappe, mais dans l'Amazonie, la forêt amazonienne. Et ça ne m'a pas gêné qu'il n'y ait pas d'hommes, parce que il me semble que c'est comme ça depuis un certain temps. Ce qui me gêne, c'est qu'on veuille tordre le cou à une très longue tradition. C'est qu'ici l'homme est présent depuis très longtemps et qu'il a façonné par son amour et son attachement au pays un paysage qui est reconnu par tous ceux qui le voient et qui le visitent comme exceptionnel. Et je me dis que cette idée de vouloir imposer la même vision d'une nature naturelle partout est aussi fou que celui de vouloir concentrer tous les hommes dans les banlieues, ou celui de vouloir faire de l'argent à tout prix, quitte à mépriser, quitte à abandonner l'homme. Voilà, donc c'est ça. Et puis on peut se demander si la nature naturelle, c'est pas de l'utopie, parce que la nature n'est pas naturelle, elle a toujours été façonnée par l'homme. Depuis la nuit des temps, quand les hommes voulaient cultiver, ils transformaient la nature. Quand on crée un petit chemin, quand on abat quand on tue une clôture naturelle, un roncier ou n'importe, c'est quand même la main de l'homme pour qu'il puisse vivre dans cette nature. Donc finalement, certains mouvements qui partent de nature naturelle, c'est pas
si on regarde votre vallée, par exemple, ça fait des millénaires qu'elle a été transformée par l'homme pour justement qu'il puisse y vivre. Donc la nature naturelle, qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. Alors, vous avez tout à fait raison. Et je reprends avec la forêt amazonienne, il n'y avait pas d'homme, il y a quand même la présence de l'homme. On abat des arbres, etc. Même si on a déplacé les populations, il y a quand même toujours la nature naturelle, est-ce qu'elle existe? Mais c'est pas du tout la même relation. Je voulais dire que, voilà, vous avez remarquablement dit ce que ma pensée en ce qui concerne cette région, et puis la France de manière générale, même les pays d'Europe, qui ont toujours été habités, enfin pas toujours, depuis très longtemps habités dans ces zones-là, et dont ils ont façonné le paysage et l'art de vivre, parce que tout cela va ensemble. Mais je voulais montrer par contradiction, par opposition, que je n'étais pas ignorant du fait qu'il y eut dans le monde des zones qui sont restées à l'écart de la relation avec l'homme, et depuis très longtemps. Alors je ne conteste pas le fait, effectivement, que et ça fait débat. Et c'est un débat dans lequel je me retrouve du côté des protecteurs de la nature. Parce que c'est des hommes qui ne vivent pas en harmonie avec la forêt amazonienne, qui vont pour y couper des arbres, mais ils n'ont pas vu grandir ces arbres, et ils ne les connaissent pas, ils ne les aiment pas peut-être même, non, c'est-à-dire pour eux c'est une façon de gagner leur vie comme ils iraient ailleurs. Donc je crois qu'il faut accepter qu'il y a ces deux formes de nature dans notre espace, sur notre planète. Le très gros problème, c'est de tout mélanger, et c'est de vouloir faire apparaître ceux qui vivent et qui ont fait ce choix-là de vivre dans une nature, disons, dans laquelle ils se retrouvent pleinement, qui sont un peu apprivoisés, disons les choses comme elles sont, de les mettre en accusation, en leur faisant porter le chapeau de tous les maux écologiques de la planète. Alors, les maux écologiques de toute la planète, c'est par exemple la disparition de l'ours. Alors, d'abord, un point de détail, page 157, vous dites à propos de Canel, la soi-disant dernière ours de souche béarnaise. Pourquoi vous dites soi-disant? Parce que je n'en sais rien. Il y a quand même, je pense être un des meilleurs connaisseurs, après Gérard Cossimon, qui a quand même quelques longueurs d'avance sur moi, parce que lui, il y a consacré sa vie, et je tiens au passage, je salue d'ailleurs son travail. On rappelle, c'est le président du FIEP? Oui, du Fonds d'intervention éco-pastorale, c'est lui qui s'est beaucoup battu pour que les dégâts d'ours soient dédommagés. Mais je dis aussi que je n'ai jamais su au juste où on en était, parce que pourtant j'ai fait faire moi-même, en tant que président de l'institution, un état des lieux sur la population ursine, où il est apparu qu'il n'y avait que 4 mâles, mais vous voyez apparaître de temps en temps, de nouveau on vous annonce qu'il y a eu une naissance. Alors ici, pas depuis quelque temps, mais vous vous dites au fond, mais alors on est sûr de quoi? On est sûr d'une chose, c'est que les ours se déplacent beaucoup, et qu'il n'est pas impossible qu'on ait une femelle qui soit arrivée parmi de celles qui ont été réintroduites. Alors à partir de ce moment-là, pourquoi ne la qualifierais-je pas de béarnaise? Je ne suis pas raciste pour les hommes, je ne veux pas me mettre à l'être pour les ours. Moi, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder avec humilité, parce que très sincèrement, le jour où on aura trouvé la personne qui sera capable de dire en toute objectivité ce qu'il en est sur ce sujet, eh bien je vais le voir tout de suite et je prends une cuite avec lui. Oui, pourtant vous étiez persuadé que en introduisant 2 ours femelles pour remplacer Canel, l'ours serait sauvé. Est-ce que c'est pas une certitude douteuse? Non, je le suis toujours. Les circonstances n'en ont pas voulu. C'était comme ça. J'ai décrit comment ça s'est passé dans mon livre. C'est un des sujets sur lesquels je me suis le plus engagé. C'est certainement le sujet avec le tunnel du Somport sur lequel j'ai pris le plus de coups. Je me souviens d'une campagne électorale avec un Chospé en 1997 où on avait décidé juste 6 mois avant de réintroduire ces 2 femelles, de façon de mairie en mairie. C'était terrible. Et un Chospé me disait, mais arrêtez, ne parlez plus de ça, vous voulez nous faire perdre. Et c'est vrai qu'on n'avait pas gagné de beaucoup. C'est la seule fois où on a gagné de 200 voix. Et j'avais vraiment senti le poids. Et j'avais été mis en minorité pour la seule fois dans la vallée d'Aspe. J'avais fait 48%. Donc il y avait quand même un signe très fort qui était envoyé. Et de l'autre côté,
j'avais quand même le sentiment que, même si les gens ne le disaient pas, au fond d'eux-mêmes, ils en arrivaient au constat. Vous parliez de mon père qui faisait ses 15 jours, mais dans un autre passage, je dis aussi que mon père n'aimait pas les ours. Mais lorsque sa fureur était calmée, il venait me calmer aussi à moi, et il me disait, mais qu'est-ce que tu veux, ils font partie de la création comme nous, et c'est depuis toujours. Donc vous croyez à la cohabitation possible alors entre l'ours et les hommes dans les Pyrénées? Oui, alors dire ça aujourd'hui, ça paraît très, comment je dirais, c'est de la provocation pure et simple. Je ne veux pas provoquer inutilement, mais elle a eu lieu pendant des siècles. Et il y avait infiniment plus d'ours qu'aujourd'hui. Et il y avait infiniment plus de bergers qu'aujourd'hui. Moi, je me demande si le destin des deux n'est pas très intimement lié. Alors, si elle a eu lieu dans des conditions aussi misérables à l'époque, aussi, vous savez, le berger, on s'en foutait pas mal, on caressait le chien, on regardait même pas le berger. Bon, c'est vrai qu'on n'allait pas caresser le berger, ça aurait pu être suspect, mais enfin, il y avait quand même beaucoup plus d'ours. Et moi, ce que je voulais, c'était nous affranchir de ce dossier qui était tenu par des mouvements de l'extérieur qui nous, littéralement, qui nous tenaient et qui nous présentaient comme des massacreurs d'ours. Et j'avais essayé d'expliquer à tous les amis que si nous prenions nous-mêmes l'affaire en main et que si nous procédions nous-mêmes au renforcement, à la venue de ces deux femelles, j'avais même dit, on va aller chercher deux belles filles. Eh bien, les ours, si vous voulez, dans le règne animal, c'est pareil. Les mâles adorent s'occuper des femelles, les femelles se faire câliner par les mâles, et dans un espace aussi grand que celui que nous avons ici dans les Béarn, 100 000 hectares, ça se serait très très bien passé, j'en ai la conviction. Maintenant, nous avons reculé de 30 ans dans l'approche. Donc aujourd'hui, c'est faire de la provocation que de dire qu'on va faire ça, parce que c'est... Sur ces courants-là, justement, un peu qui voient ça peut-être de l'extérieur, vous rappelez que quand François Mitterrand est élu, quand vous êtes convoqué par Brice Lalonde, vous dites ça, page 127, et vous dites qu'il vous dit, je cite, le président de la République François Mitterrand, le Premier ministre Michel Rocard et moi-même subissons une pression permanente de la part de certains mouvements de protection de la nature à propos des ours des Pyrénées. Nous sommes accusés de les laisser disparaître sans bouger alors que nous donnons, nous Français, des leçons aux Africains sur la disparition de leurs éléphants. Aidez-moi à trouver une solution à ce problème. Tout le reste m'est secondaire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, moi, je voulais vous demander, ce qui est bien dans votre livre aussi, c'est que vous rappelez que lorsqu'on a lâché les ours en Haute-Garonne ou dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, c'est pas du tout la même tradition. Ce sont des troupeaux qui sont sans berger, qui sont taris souvent et qui sont sans berger. Et donc évidemment là, ça a fait des dégâts parce qu'il n'y avait pas de berger, il n'y avait pas de chien, etc. Moi, je trouve que c'était bien de le resituer aussi. Et puis après, on en vient au parc national. Pourquoi peut-être ne pas avoir donné au parc national les compétences, étendre ses compétences pour la protection de l'ours, et plutôt que d'avoir créé cette institution patrimonial du Haut-Béarn. Alors voilà, moi c'était mes questions. Voilà. Donc Brice Lalonde peut-être qui disait qu'il y avait un fort mouvement et qu'il fallait les contenter et qui comptait sur vous pour essayer d'y voir plus clair. Et puis après peut-être le parc national et puis avec l'IPHB, la création, avec le ministère de l'Agriculture derrière, avec Olagnon, etc. Alors sur Brice Lalonde d'abord, j'ai beaucoup aimé Brice Lalonde parce que nous avons travaillé très proches l'un de l'autre. Je crois que c'est un homme de bien d'ailleurs, seulement il a fait quelque chose que je n'avais pas fait. Je pense qu'il a succombé un petit peu aux sirènes qui avaient résonné pour moi. Le lobby était à l'époque conduit par la maison de Valérie, qui était une société de vente par correspondance. Moi, j'ai reçu son PDG, accompagné de 2 autres personnes qui m'ont fait des propositions. Alors, je n'ai pas dit ça parce que mon éditeur s'est refusé catégoriquement parce qu'il a dit que j'aurais trop de procès. Je dis, les procès, j'en ai souvent, mais qui m'a proposé délibérément de ne pas faire l'accord avec Brice Lalonde, ni avec l'État. J'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'il me dit, l'ours, c'est une cause qui m'appartient. Ah, je dis, ah ben ça, alors c'est pas mal. Oui, ça m'appartient parce que je l'ai créé de toutes pièces. Elle n'aurait jamais eu ce retentissement national si je ne l'avais pas créé, parce que je cherchais à faire une campagne de communication. Le cancer s'était déjà pris, le sida, ça n'existait pas, et on m'a dit, ce qui fera fureur à la fin du siècle, c'est-à-dire, vous voulez parler du dernier, et le prochain millénaire, ce sera la protection de la nature, tellement les gens sont dans les villes attroupées. Donc, j'ai choisi
la protection de la nature, je suis tombé sur votre slogan, la frontière sauvage, les Pyrénées, la frontière sauvage. Je me suis dit, ça, c'est formidable, à Paris, ça va faire un tabac. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des ours qui disparaissaient. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit, les chasseurs les tuent. Ah, en plus, il y a des méchants. Alors, j'ai fait monter cette cause en puissance. Aujourd'hui, elle me permet de vendre beaucoup. Et vous pensez que je ne vais pas me séparer de ça parce que vous avez décidé de passer un accord avec l'État. Moi, j'ai besoin d'avoir en face de moi un méchant. Alors, jusqu'à maintenant, c'était vous les Pyrénéens. Bon, si c'est plus vous les Pyrénéens, c'est l'État. Et il faut que nous nous liguions ensemble pour faire la guerre à l'État. Moi, je tombais des nues d'entendre une chose pareille. Je lui dis, mais je croyais que c'était l'ours. Il me dit, oh, l'ours. Bon, c'est un fichier comme de l'an 40. J'ai vraiment beaucoup compris. J'ai compris beaucoup de choses à partir de ce moment-là. J'ai refusé catégoriquement ses offres. Il m'a proposé de m'aider à construire la maison. En disant, vous avez beaucoup de besoins. Et je me suis renseigné, vous n'êtes pas très fortuné. On n'a pas pu finir le repas. Mais j'ai tenu à payer ce que nous avions mangé jusque-là. Et après, j'ai vu monter en charge Génération Écologie, qui était un parti minusculissime et qui, en quelques mois, est devenu Brice Lalonde ministre, et puis lui, ministre parce qu'il était secrétaire d'État, et puis lui, un très grand parti. Les Verts n'ont pas eu la même attitude. Pourtant, Dieu sait si les Verts ne m'ont pas épargné. Mais c'était Wechter à l'époque. Wechter n'a jamais voulu rentrer, si vous vous souvenez bien, dans ce combat-là. Pourtant, il aurait pu. Il n'a jamais voulu y rentrer. Et c'est donc, c'est une, je ne voudrais pas employer de mots trop forts, mais c'est une machination, cette affaire. C'est-à-dire qu'on s'est servi de l'ours pour effectivement faire bling, 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 comme on dit aujourd'hui dans notre domaine. Alors, on s'est servi aussi de ceux qui croient sincèrement à la présence de l'ours. Des hommes tels que Gérard Cossimon qui n'ont jamais changé d'avis. Eux, ils n'ont pas fait bling, bling, bling. Hein. Eux, c'est parce que c'est leur croyance, c'est leur raison d'être. Je veux dire, pour Cossimon, même sa raison de vivre. Après, sa famille, c'est un passionné de ça, mais il respecte aussi le berger. Donc, bon, quand vous vous trouvez au cœur de tout ça, c'est pas facile. J'ai toujours fait le choix, moi, d'essayer de faire en sorte que les gens du pays gardent la maîtrise de leur destin. D'où la question sur le parc national. Le parc national, qu'est-ce que vous voulez? On l'a construit, on l'a fait de toutes pièces pour s'occuper de l'ours. Manque de chance, les ours sont un peu comme les hommes qui habitent dans des endroits, ils n'aiment pas tellement les parcs nationaux. Parce qu'ils n'aiment pas tellement les contraintes, ils n'aiment pas tellement... il faut que les hommes soient responsables. Il faut qu'il y ait un sentiment de conscientisation. Personne n'abandonne son jardin, personne n'abandonne sa maison. Et on l'entretient. On ne va pas dire au brave type qui entretient l'Arc de Triomphe, bon, tu le fais très mal, on va te changer par des Pyrénéens parce qu'ils vont le faire mieux que toi. Ce serait une insulte. Pourtant, quand il entretient l'Arc de Triomphe, il l'entretient très bien parce que c'est l'Arc de Triomphe, parce que c'est Paris, parce que c'est la France, et parce que c'est le monde. Et quand un Pyrénéen travaille au fond de sa vallée, il le fait parce que c'est sa vallée, parce que c'est la France, et parce que c'est le monde. C'est la même chose. On travaille tous pour soi, et on travaille au nom de tous. C'est ce qu'on appelle le bien commun. Alors, sur le plan de l'ours, vous êtes heurté à des difficultés, mais alors vous avez fait allusion au tunnel du Somport, c'était pas mal non plus. Alors, il faut vous poser la question suivante, quel est le nombre d'emplois qui ont été créés sur le plan artisanal, industriel, agricole, depuis que le tunnel est ouvert en Vallée d'Aspe? Oh, je pense qu'il n'y en a aucun. Il y en a 9 qui ont été créés, 9 je crois, dans le tunnel lui-même. D'ailleurs, ils ont les pires difficultés. Je dois faire une réunion avec le sous-préfet d'Oloron dans les jours qui viennent, parce qu'ils sont fiscalisés en Espagne, et que jusqu'à maintenant, c'était mieux. La société qui conduit l'entretien du tunnel est espagnole. Donc, la fiscalité espagnole était plus intéressante. Seulement maintenant, c'est en train de rejoindre la fiscalité française. Donc, pas terrible. Et les salaires n'ont pas évolué. Donc, ils se retrouvent avec des salaires de misère. Alors, ceci étant... aucun emploi, bien sûr, si ça en avait fait, ça se peut-être réduit un petit peu. Et c'est ce qu'on me reproche beaucoup. Mais je crois que là, on touche le fond de l'affaire.
quand je me suis lancé de toutes mes forces pour la construction de ce tunnel, et très objectivement, très honnêtement, ça me vantait, et est-ce que c'est se vanter d'ailleurs que de dire ce que je vais dire? Je crois que sans moi et quelques autres, il ne se serait pas fait. C'est parce que j'étais porté par l'idée qui me hantait, que si on ne se reliait pas à nouveau à l'Aragon, avec lequel nous avions des relations si anciennes et intimes, eh bien, c'était fichu. Nous allions devenir une vallée ariégeoise, c'est-à-dire une vallée à 80 habitants, tous âgés de 80 ans, et que nous serions progressivement colonisés soit par le néant, soit pire, par des résidences secondaires. Je ne voulais pas de ça. Donc, c'est parce que j'ai voulu rénover la route. À ce moment-là, la communauté européenne est intervenue en disant on est d'accord pour faciliter la rénovation d'un certain nombre de routes à condition que le sommet soit sous tunnel. Parce qu'il y avait ce souci. Donc, il y a eu carambolage des idées. Et au départ, tout le monde a été d'accord. C'est ensuite que c'est devenu un fait sociétal. C'est-à-dire qu'on a vécu ce tunnel du Somport comme, je le dis, la 13e plaie de l'humanité, et qu'on est venu lutter contre le tunnel du Somport comme on allait libérer le tombeau du Christ jadis, mais je ne pouvais pas le prévoir. Mais il y avait des gens de la vallée d'Aspe qui étaient aussi hostiles au tunnel, c'est pas que les gens de l'extérieur. Je le dis, il y a eu carrément un climat de guerre civile. Oui, ce n'était pas que les néos, non, qui étaient contre, parce que ce qui est dans l'opinion publique souvent c'était un peu manichéen, c'était moi comme j'ai entendu, les natifs nés qui étaient pour, et les néos vaguement apparentés à des mouvements écolos qui étaient contre, ce qui n'était pas aussi simple. J'ai essayé d'être honnête en le retranscrivant en disant les faits tels qu'ils sont. Alors, je veux terminer la réponse à votre question, mais il fallait que je dise cela. C'est que ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est quand même fait après des accords internationaux qui ont été signés entre les États français et espagnols, après la signature d'une charte spécifique qui a été signée par le gouvernement français, la région, le département, la communauté de communes pour le développement de la vallée d'Aspe, après un dossier qui a été minutieusement préparé, où il était prévu, effectivement, une remise à niveau des villages, de les rendre beaux de nouveau, de faciliter, de la création au bord de la route, notamment en bordure des déviations qui étaient absolument nécessaires d'un certain nombre de services tels que les postes d'essence. On avait fait des propositions à Gérard Leprêtre, tout le monde le connaît, qui était à plein milieu de Bedos avec son poste d'essence. C'est pour citer des faits très précis. Tout ça a été monté et nous avons fait, avec René Rose à ce moment-là. Président de la communauté des communes. Et maire de Bors, oui, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude de dire René Rose. L'État n'a pas tenu l'ombre du début de ses engagements. Ce qui m'a conduit un jour à chanter contre Sarkozy. On a pensé que je chantais comme ça en l'air. Bon, d'ailleurs, on ne fait pas un acte comme ça, c'est trop difficile à faire. Si on n'est pas, je peux vous dire, il faut être un peu motivé. Il ne faut pas l'être même beaucoup. Si vous connaissez Sarko, vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup qui lui ont résisté. Personne ne lui a résisté jusqu'à ce jour. Il a emporté tout le monde comme un tourbillon sur un passage. Moi, il ne m'a pas emporté. Je ne veux pas me vanter, mais je veux dire la vérité telle qu'elle est. On a passé 6 mois de guerre totale. Pourquoi? Parce qu'il incarnait à mes yeux, il n'était pas le seul responsable, parce qu'il y avait eu des gouvernements de gauche et de droite. Vous savez qu'il y a eu tous ces mouvements, toutes ces alternances qui ont eu lieu à cadence assez suivie. Mais sur tous ces gouvernements, l'État n'a pas tenu les engagements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dois assumer ce qui n'a pas été fait et qui devait l'être. Et c'est exactement la même histoire qui se passa il y a 40 ans maintenant avec le Parc national. Lorsque le Parc national fut créé, le Parc national devait protéger une zone qui était déjà protégée, mais créer la zone périphérique du parc, où déjà à l'époque, on devait remettre les villages à neuf, on devait faire de l'eau potable, on devait faire ci, on devait faire là. Pendant 2 ou 3 ans, on a fait.
Si les députés qui ont des problèmes avec le pouvoir central se mettaient à chanter à l'Assemblée nationale, ce ne serait plus l'Assemblée nationale, ce serait Star Academy. Oh oui, au moins. Parce que, au moins. Et si les gens qui font la grève de la faim parce qu'une usine se délocalise, l'Assemblée nationale serait un hôpital aussi. C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas intervenu à tant qu'assistant, enfin, comme je dirais presque assistante sociale pour votre canton? Est-ce que c'est votre rôle de député? Est-ce que c'est pas que ça? Enfin, est-ce que c'est pas en même temps vous êtes le représentant de la nation là? Est-ce que vous faites pas trop de corporatisme local? C'est ce qu'on m'a beaucoup reproché, bien entendu. Vous mettez décidément le doigt sur tous les points. On est là pour juste, ça. Oui, mais vous le faites très bien. Mais ça montre aussi que Radio Laurent est une radio de proximité qui connaît bien ses ouailles. Donc, et les problèmes. J'ai fait pas mal de radios nationales ces temps-ci de télé. Je n'ai pas eu ces questions-là. Donc, alors pour vous répondre, je le faisais bien entendu parce que ça se produisait dans ma vallée. Mais je le faisais parce que j'étais député de la nation et que ce que je constatais chez moi, la centaine de députés qui rentraient avec moi à l'Assemblée nationale le lundi soir, qu'ils soient UMP ou PS, et même communistes, eh bien, c'était ce qu'ils disaient tous. Ils disaient, je me suis fait engueuler, j'ai passé tout le week-end chez moi et l'État n'a pas tenu son engagement par rapport à ceci, par rapport à cela. Et puis ensuite, la délocalisation. Actuellement, j'ai une délocalisation terrible. On fait des manifs, on interpelle le ministre, ça n'y change rien. J'ai écrit au président de la République, il m'a répondu. Donc, je l'ai fait parce que ça se produisait chez nous, mais je l'ai fait. Et si je l'ai fait à chaque fois à l'Assemblée nationale, c'est parce que c'est là que le peuple, certes les électeurs basques et béarnais, mais au nom des citoyens et du peuple, selon l'idée que je me fais de la République, m'avait envoyé pour les représenter. Donc j'estimais que c'était des actes très forts que je devais poser à cet endroit-là, parce que cet endroit-là, c'est le cœur de la démocratie française, de la représentation française dans toute sa diversité, et que cet endroit-là s'est enrichi d'actes qui ont souvent été posés par des anonymes et qui le sont restés. Je crois qu'il y a une question sur Second Life. Il y a une question d'un internaute, oui, sur Second Life, à propos de ce que vous avez dit sur le tunnel et de sa finalement non-création d'emploi du fait du tunnel. Donc c'est Yvonne Roux qui pose une question, c'est le nom de son avatar, qui est donc la création d'emplois n'est pas un problème d'infrastructure finalement, contrairement à ce que souvent on a tendance à dire. Alors qu'est-ce qui peut favoriser la création d'emplois dans les vallées et dans le Haut-Béarn? Alors je voudrais dire à Yvonne Roux que la voie de communication n'est pas par elle-même une source de création d'emplois. Mais il ne peut pas y avoir de création d'emplois s'il n'y a pas de voie de communication. C'est absolument impossible. Le problème, c'est que là, vous m'avez interrogé sur les emplois, donc je vous ai parlé du problème de développement économique, mais c'est que cette route, chère Yvonne Roux, on n'a jamais pu la finir, et qu'il reste encore 30 kilomètres de route qu'on appelle tantôt le sentier des muletiers, des noisetiers, ou je ne sais quoi encore, où des camions passent, parce qu'ils passaient déjà depuis très longtemps dans des conditions apocalyptiques, et que là-dedans, les pauvres petites voitures sont complètement coincées, où vous ne pouvez pas doubler. Donc, je n'ai pas pu finir ce que je voulais finir. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de me juger, je personnalise un petit peu là, puisque je suis un peu au cœur de l'affaire, lorsque on aura pu finir cette route, et qu'on aura pu, à ce moment-là, redevenir attractif pour un certain nombre d'activités qui ne le sont pas aujourd'hui. Parce qu'on ne raisonne pas en nombre de kilomètres, mais en temps de route. Or, en temps de route, là, on est vraiment largué complètement. Oui, mais les spécialistes, enfin, tout le monde s'entend à dire que géologiquement parlant, etc., c'est quand même pas facile d'élargir cette route. On n'est pas dans la même configuration que du côté espagnol. Alors, donc vous avez été réélu, donc on pense que vous allez continuer peut-être là-dessus, puisque vous dites que vous n'avez pas fini votre travail. Mais comment concrètement on peut élargir? Parce que c'est vrai que je ne sais pas si Yvonne Roux connaît la route. Moi, j'y étais encore hier.
encore hier, il n'y avait pas de camion. Mais on se demande comment, quoi. D'un côté, il y a le Gave et de l'autre côté, il y a la montagne. Comment on peut élargir? Comment on peut faire? Il n'y a sans provoquer une catastrophe j'ai écologique. des idées très claires sur ce sujet-là. Je les ai pas claires surtout. Vous avez vu notamment sur un des sujets que nous avons abordé tout à l'heure, mais sur celui-là, il est plus facile, il est vrai. J'ai des idées très claires depuis 30 ans. C'est tout à fait possible d'aménager une route dans la vallée d'Aspe sans traumatiser la nature. Il n'y a qu'un endroit où il faudra faire un choix, que l'État s'apprête à faire du mauvais côté une fois de plus. C'est à hauteur du tunnel du Somport, du fort du Portalet. Oui. Parce que là, il n'y a pas le choix. Soit vous faites une plateforme sur le Gave. Bon, bien sûr, le Gave, il est profond en dessous, mais pas du tout ça. Soit, vous élargissez, et là, il faut creuser très profondément la roche, et là, ça va se voir, et ça va s'entendre, et je peux vous assurer qu'il y a du boulot pour le moment. Ou alors, on fait ce que je propose, un autre tunnel. Et on me dit que c'est pas possible parce que maintenant, il n'y a pas d'argent, alors qu'en Espagne, juste à côté, on va en construire 172 pour le problème pour faire passer le TGV du côté de Bilbao, etc. Donc, tout ça, c'est une très mauvaise réponse. Tout le reste peut être aménagé. Seulement, on n'a jamais voulu faire les plans précis, mais les croquis existent. On peut très facilement le faire. Il y a un passage un peu plus délicat, mais beaucoup moins que celui que je viens de citer. Là, c'est pour ceux qui connaissent bien, c'est entre Sarens et Bedous, où là, les trois sont très proches. Mais là, il faut tailler à même la montagne. Dieu merci, il y a la place. Il n'y a pas la roche qu'il y a là-haut. Ce sera assez souple. Et disons que si on s'en était tenu là, il n'y aurait aucune région d'Europe aujourd'hui qui serait équipée de routes, parce que le problème se pose partout de la même manière. Non, le seul vrai problème que je vois, c'est à hauteur du fort du Portalet, parce que là, si jamais on ne réussit pas le coup, là j'aurais le sentiment d'avoir attenté à la sécurité aussi. À la sécurité, mais à la nature. Parce qu'on peut retrouver un site très beau, réservé aux piétons et au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que je veux que de bout en bout, il y ait de nouveau un chemin où il n'y ait que des vététistes, que des cavaliers ou des transhumants qui puissent marcher à pied. On peut le faire partout, sauf à cet endroit-là. Et donc, vous imaginez avec ce fort du Portalet et ce chemin de la Mature, si on laisse ces 3 kilomètres de nouveau vierges et qu'on fasse passer sous un tunnel, et à ce moment-là, on apporte une plus-value extraordinaire en retrouvant une nature naturelle, là, pour le coup. Et du coup, on va mettre en valeur. En tant qu'élu local, vous demandez des investissements, donc un tunnel, des subventions pour le soutien aux entreprises, mais en même temps, vous êtes élu national, vous allez voter un budget, vous allez devoir augmenter les impôts pour financer tout ça. Et précisément, je ne vais pas voter le budget. Et je ne l'ai pas voté, d'ailleurs. Parce que je ne m'y retrouve pas dans ces choix fondamentaux. Capitaux, c'est-à-dire que je ne peux pas voter un budget qui prévoit, même si ça a été reconnu, soi-disant par 54% des Français, mais je pense qu'à ce moment-là, ils n'ont pas bien réalisé, mais je ne veux pas interpréter ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas voter un budget où on ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 qui s'en va à la retraite, pour ne citer que cet exemple. Je ne veux pas voter un budget qui n'est pas clair du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, je devrais dire bien plus, sur le problème agricole qui est pourtant traité au niveau européen. Et je pourrais vous trouver 1001 autres raisons pour lesquelles je n'ai pas voté ce budget. Puis je ne peux pas voter un budget où on n'investit plus rien. On ne fait plus rien dans ce pays qui se noie dans un verre d'eau. Vous parliez à l'instant votre visite d'hier dans la vallée, mais vous avez vu cette route vieillotte, elle rappelle les routes justement espagnoles du temps où Franco les flétrissait.
Pour vous, l'idéal, c'est que M. Bayrou ait été président de la République. Et donc, dans votre livre, vous parlez de cette campagne. Et vous pointez un certain nombre d'erreurs de François Bayrou, malgré l'amitié que vous avez pour lui. Par exemple, vous dites qu'il n'a jamais cru à la victoire de Sarkozy. Ensuite, vous dites qu'il a raté le dernier virage. Et puis vous terminez avec le coup de boule de Zidane. Vous dites, il fit savoir, donc François Bayrou, qu'il ne voterait pas pour Nicolas Sarkozy. Je crus simplement y retrouver une certaine ressemblance avec le coup de boule de Zidane. Je ne pus toutefois m'empêcher de penser que tout cela ressemblait à un beau gâchis. Et tout simplement parce que je crois que quand on aime quelqu'un, quand on le respecte, quand on est dans un engagement aussi fort que celui que je crois être, il faut être lucide et il faut être capable de dire effectivement ce que l'on a ressenti comme des éléments que l'on aurait peut-être fait différemment, que j'aurais peut-être traité différemment, ou qu'il aurait peut-être fallu faire différemment. Soutenir quelqu'un, ça ne veut pas dire béatifier quelqu'un. À ce moment-là, je ne serai plus d'aucune utilité pour François Bayrou ce jour-là. Et puis je crois que nous avons une relation qui nous permet de le faire. C'est justement pour ça que je suis à ses côtés, parce que contrairement à ce qu'on dit trop souvent de lui, il veut être tout seul, il n'écoute personne, et si on ne pense pas comme lui, on se fâche. Non, moi j'ai souvent été en désaccord avec François Bayrou, mais sur l'essentiel, oui, mais justement, alors, sur l'essentiel, sur le référendum européen, vous avez voté non. Alors ça, c'est quand même un problème essentiel, et je trouve que les accents que vous avez vis-à-vis de l'Europe, ça me fait penser que vous seriez mieux chez M. De Villiers ou chez M. Dupont-Aignan. Oui, on m'a dit ça, sauf que je me suis beaucoup donné la peine d'expliquer ce passage-là. Dupont-Aignan et De Villiers, effectivement, au fond d'eux-mêmes, sont fondamentalement opposés à l'Europe. Moi, j'essaie de décrire, mais peut-être ici je ne peux pas arriver avec suffisamment de force, que je crois à la communauté européenne, parce que sinon nous aurions tous non, enfin, statistiquement, la moitié d'entre nous serait déjà marbrés sur le marbre, serait déjà inscrit sur le marbre. Par contre, ce que je dis, c'est que il est regrettable que, formant les pays les plus avancés de la planète sur le plan notamment intellectuel et de la réflexion, on n'ait pas su trouver sur mesure, coudre sur mesure une organisation qui permette à ces pays de très vieille tradition, à ces nations, à ces patries, de pouvoir rester elles-mêmes tout en travaillant ensemble comme on le fait, comme le font les communes dans le cadre d'une communauté de communes. Parce que c'est là que je dis que on ne peut quand même pas tout à fait comparer la Rome antique au Connecticut ou la France éternelle à l'Ohio, et que dire de la Grèce. La Grèce, plus qu'antique, c'est certainement pas le Nevada. Bon, l'Espagne, la vieille Espagne. Donc nous avons des pays de trop grande tradition pour se permettre de singer à ce point les États-Unis d'Amérique et aller jusqu'au point de prendre nous aussi la bannière étoilée, même si elle est pareille, de mettre un rythme, même s'il était formidable, et d'adopter une langue, en ne le disant à personne, une langue unique pour nous, le pays de Voltaire, sans être, je crois que c'est pas être tellement villiériste que de dire ça, et d'accepter tous, comme un seul homme, de parler anglais dans 10 ans. Oui, alors que nous avons levé les bras au ciel, avec raison, parce que nous avions tué le Béarnais et un peu le Basque. Et s'il n'y avait pas des efforts désespérés de nos populations, ils continueraient à mourir de ce mal mort.
Alors justement, est-ce que vous croyez encore en l'État lorsque vous dites que finalement toutes les décisions sont prises par des technocrates, que les gouvernants, les chefs d'État n'ont pas grand-chose à voir, et vous comparez, vous dites c'est comme si les décisions d'une mairie étaient prises par les agents, les salariés de la mairie, et non pas par le maire, et que le maire irait juste un peu superviser ou entériner ce qui aurait été décidé par des commis de l'État. Donc est-ce que vous croyez encore en l'État et justement quelle est la place de l'État, du service public dans notre cité? Je crois par-dessus tout à l'État. Et je crois par-dessus tout à la République. Par-dessus tout. Parce que je lui dois tout. Moi, dans un autre système, j'aurais été condamné à être un domestique. Et encore, de petites... je n'aurais jamais eu d'existence. Mais ça, c'est vis-à-vis de vous. Est-ce que pour les autres aussi, vous pensez que... Voilà. Si c'est vrai pour moi, c'est que ça doit pouvoir être vrai pour quelques autres. La République donne des chances qui étaient à peu près identiques à tous. Et c'est parce que j'aime l'État, parce que je veux défendre l'État, que j'ai précisément été aussi loin dans la description. Je suis peut-être un des élus politiques, je le fais gentiment, vous voyez, avec mon style, mais je tape quand même très fort. C'est ce que m'ont fait remarquer un certain nombre d'éditorialistes parisiens, et ça m'a fait un peu plaisir quand même, parce que d'habitude ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui savent réfléchir. Eh bien, c'est justement pour dire, attention, je tire une sonnette d'alarme, mais c'est une sonnette très forte. Mais cette sonnette, ce qu'on vous reproche ici, dans le coin, c'est que vous êtes député d'une circonscription qui est très vaste, et lorsqu'il y a eu des problèmes, justement, de fermeture d'entreprises, etc., vous n'avez pas manifesté à ce point-là, et que si vous avez fait la grève, c'était parce que ça touchait votre vallée. C'est ce qu'on vous a reproché. Allez demander à Rudy, qui n'est pas très loin et qui écoute la radio Laurent, oui, si c'est le sentiment qu'ils ont. J'ai été partout où on m'a demandé. Par contre, je ne me permets pas de m'immiscer là où ma présence peut apparaître gênante. Voilà. Mais justement, chez Toyal, vous avez demandé les salariés, parce qu'on les entend pas dans votre livre. Oui, mais j'ai dit que quelques responsables, dont je n'ai pas voulu citer les noms pour ne pas parce qu'on a l'impression que c'est un combat personnel presque. Non, mais fort heureusement, il y avait des salariés chez Toyal qui étaient certes minoritaires. Minoritaires pourquoi? Parce que les autres avaient peur. Il y a un climat très très douteux qui a régné sur Toyal, avec des procédés qui sont quand même à la limite, qui ont été utilisés pour faire peur. Mais c'est exactement ce que l'on retrouve dans toutes les usines, en France et en Europe. Comment vous pensez qu'il va faire maintenant? Vous avez vu ce qui se passe sur Arcelor ce matin. J'en parle, je dis tiens, je ne sais plus ce que c'est devenu, je ne sais pas si on va entendre parler de nouveau bientôt, vous voyez ce que ça donne. Et vous pensez qu'on emploie quel procédé pour les calmer? Toujours le même. Tu la fermes ou alors tu vas voir ailleurs. Donc ça fait peur à tout le monde, ça fait peur aux salariés, ça fait peur aux maires. Mais je me suis rendu dans toutes les usines qui ont fait appel à moi, et j'ai obtenu ailleurs aussi quelques succès, pas tout seul, en équipe, avec le maire d'Arully, qui s'est beaucoup battu, le conseiller général et le sous-préfet d'Oloron. Nous avons obtenu des résultats. Mais ceux qui ne veulent pas de moi, parce qu'ils disent la salle va nous attirer des ennuis, il a une réputation tellement sulfureuse que rien que de le fait de voir arriver, tous les gens de bonne volonté vont fuir, ou ceux qui disent encore la salle est en train de décourager les investisseurs extérieurs de venir investir en France. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais quand même pas les provoquer par ma présence. Pour terminer, on va parler de l'homme politique. Vous dites, page 290, la politique n'est pas toujours l'addition de choix rationnels soumis à des analyses elles-mêmes rationnelles. Je crois moins aux vertus des programmes des chiffrages sur l'opinion qu'à la force des mouvements collectifs et de l'émotion. Ça veut dire que la politique ne fait pas appel à l'intelligence, à la raison des électeurs? Oui, mais c'est une manière de leur rendre hommage aussi. Je crois que
l'émotion, c'est ce qu'il peut y avoir de plus fort, et c'est ce qui manque le plus en politique aujourd'hui, et c'est ce que le lecteur réclame le plus. Pourquoi il se retrouvait de nouveau dans cette campagne électorale, et pourquoi a-t-on voté autant? Parce qu'il y a eu des candidats, ce que j'essaye de dire, qui leur ont tenu des propos dans lesquels ils se retrouvaient un peu mieux que dans les campagnes passées. Mais la politique, comme c'est l'administration, c'est l'art d'administrer la cité, doit bien entendu être une question de choix de technique à certains moments, mais à partir du moment où nous avons choisi ensemble une orientation et où nous avons dit ensemble ce que nous voulions faire, et ça je regrette, ça ne peut se faire que sur de la réflexion, que ça ne peut se faire que sur de l'émotion, et ça ne peut se faire que sur de l'amour. Oui, mais... Je pense que l'émotion ne joue plus le rôle qu'elle devrait jouer en politique. Mais enfin, est-ce que vous imaginez un Jaurès, enfin, je ne veux pas le citer parce que d'autres l'ont cité. Oui, oui. Non, mais je vais en prendre un autre, Gambetta, aujourd'hui. Mais enfin, il remourait immédiatement s'il voyait le débat politique actuel aujourd'hui. Il reviendrait et une seconde après, il serait mort. Oui, mais les hommes politiques, selon vous, et vous le dites, en gros, ce que nous faisons, des promesses impossibles à tenir. C'est page 351. Oui, ça va pas me faire que des amis. Mais enfin, ils vont être contents, vos électeurs. Mes électeurs, oui, peut-être, mais surtout mes collègues. Mes collègues, parce que j'en ai quand même des collègues députés, ils vont me dire, ce qu'ils me disent, on n'a jamais trouvé quelqu'un qui crache autant dans la soupe que toi. Or, je regrette, cette soupe n'est pas notre soupe. Cette soupe, c'est notre pays. C'est notre pays, et c'est avec les impôts que payent nos concitoyens que nous avons des moyens relativement importants pour pouvoir faire ce travail-là. Mais ce travail-là n'est pas un plan de carrière, c'est un choix, et il faut choisir d'être battu ou d'être élu. C'est l'électeur qui choisit. C'est en cela que je dis que ce n'est pas l'addition de programme, parce que l'électeur, et notamment le français, il a besoin de sentir. Il a besoin de sentir qui va conduire les affaires du pays, ou qui va conduire les affaires de la ville. Pour terminer, je vous citerai deux personnes auxquelles vous avez été très attaché. L'oncle Joseph, qui vous a dit, en tout cas, ne fait jamais preuve du même angélisme que celui qui m'anima. Et puis Jean Pitraud, que j'ai rencontré. Voilà ce que vous dites de Jean Pitraud. Il portait une détestation aussi remarquable que constante à l'égard de tout ce qui était élu ou dignitaire. Il pensait que tout homme acceptant une responsabilité qui le distinguait des autres devait forcément se parjurer un jour ou l'autre. Je me suis souvent demandé ce qu'il penserait de moi aujourd'hui. Vous voyez que j'ai quand même pas triché dans ce livre. C'est-à-dire que je suis rentré dans les ressorts les plus intimes de ma réflexion et de ma jeune réflexion à l'époque. Oui, l'oncle Joseph m'a dit ça au soir de sa vie. Il était malade, mais il était lucide. Il s'était battu pour le parc national et il avait eu le sentiment d'avoir été abusé. Non pas qu'il regrettât le parc national, mais il regrettait que ce pays et cet État pour lequel il portait la même admiration que moi n'ait pas tenu parole. Et en ce qui concerne Jean Pitraud, c'est vrai que je n'ai pas souvent peur, mais je crois que j'aurais peur si je le retrouvais aujourd'hui, parce que c'était sa thèse constante. Il disait, vous ne pourrez pas prendre une charge élective ou une charge quelconque sans vous parjurer un jour. Alors ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas me parjurer. Vous avez vu à quel point c'est difficile. Et ce qu'il faut faire pour essayer, je le dis d'ailleurs dans le livre, de vivre ce que l'on croit être sa vie. C'est votre conclusion ? C'est ma conclusion à ce jour. Je verrai par la suite, mais il m'étonnerait que je change, parce que j'ai regardé ce que j'avais écrit lors de mes premières campagnes, notamment à 21 ans aux habitants de l'Audios-Icher, parce que je voulais voir un petit peu où j'en étais. C'est aussi l'occasion de compulser. Bon, je ne vais pas compulser beaucoup parce que j'ai la chance, j'ai tout ça un petit peu dans la tête, tellement ça a marqué. Mais ce que j'écrivais à 20 ans, je pourrais l'écrire aujourd'hui de nouveau. Moi, je voudrais vous demander, pour conclure, à travers ce livre, par exemple, si quelqu'un ne vous connaissait pas du tout, on lit ce livre, on vous trouve bon.
on se dit c'est un honnête homme, comme aurait dit ma grand-mère. Et comme aurait dit ma grand-mère, presque on vous donnerait le bon Dieu sans confession. Et vous avez un côté l'abbé Pierre, un peu comme ça, déjà physiquement, le béret. Bon, alors pour en savoir plus, vous lisez le livre, hein, dans le Bronx. Donc, genre, comme diraient les jeunes maintenant, si les gens sentent que je suis bon et que je veux leur parler, il m'arrivera rien, enfin... Donc, est-ce que vous avez des ennemis? Non pas des gens qui vous aiment pas. Est-ce que il y a des gens que vous n'aimez pas vraiment, que vous détestez, peut-être sans leur faire du mal sciemment, mais que vraiment vous considérez comme des gens à écarter de votre chemin? Aucun. Il m'arrive d'avoir des coups de colère très violents à l'égard de certains de mes adversaires à un moment donné, parce que j'estime qu'ils n'ont pas le droit de faire ou de dire ce qu'ils disent. On a tous les droits. Et sur le coup, il m'est arrivé d'avoir des réponses d'une violence inouïe. On me l'a beaucoup reproché. On me reproche d'avoir des propos qui m'ont valu quand même d'être... Je suis le plus abonné des élus au tribunal de Pau. Ils me connaissent tous par cœur. Hein. Bon, donc sur le coup, voilà. Mais par contre, je suis un homme. Mais je n'ai pas de mérite. Je me trouve comme ça. Et j'ai beaucoup admiré mon père et l'oncle Joseph dont vous parliez. Ils étaient comme ça. C'était pas des hommes de rancune, et c'était des hommes qui pensaient plus ensuite à se réconcilier avec ceux avec qui ils avaient eu un différend qu'entretenir un climat de haine. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de ma vie. Je ne crois pas que j'ai eu vraiment, enfin, pour ce qui me concerne, d'ennemis, et j'en ai eu sur le moment, bien sûr, parce que quand on livre des combats aussi violents. En tout cas, moi, je ne me reconnais pas ni un homme, ni une femme en ce monde, à ce jour, envers lesquels j'ai un sentiment trouble qui pourrait s'apparenter ou à de la rancune ou à de la haine. Voilà, donc je rappelle, Monsieur Jean Lassalle, votre livre, La parole donnée au Cherche Midi, qu'on trouve dans les librairies. Partout on le trouve, et alors il y a tout, hein, il y a des réflexions sur les immigrés aussi. Alors je fais le lien avec ce qui se dit sur Radio Laurent depuis quelque temps. On a reçu Gabi Etchebarne qui parlait des paysans des Aldudes qui étaient partis faire fortune aux États-Unis, et ce que disent les immigrés actuellement, si on revient, c'est pour avoir réussi. Et vous vous dites, hein, si on n'avait pas réussi, on ne pouvait pas revenir. C'est mon père qui le disait. Oui. Pourquoi il serait revenu? Quand tu pars, tu es obligé de réussir, oui. Au moins en apparence. Et tant pis si les nuits sont longues. Voilà, donc Merci. Merci à vous, merci à Radio Laurent. Et je dois dire que c'est l'interview le plus pointu, c'est pas pour vous cirer les pompes, vous savez, c'est pas. Puis je vais pas venir tricher à Radio Laurent, je ne l'ai jamais fait, je vais pas commencer. C'est des gens de mon pays qui vous écoutent, qui nous écoutent, mais c'est l'interview le plus pointu que j'ai eu, et peut-être l'un des plus difficiles. Non, vous le direz dans toutes les médias nationaux dans lesquels vous passez. C'est vrai qu'on s'est pas contenté de lire la 4e de couverture. La 4e n'est pas de moi. Elle n'est pas de moi. Et qui comporte une erreur, parce que ça commence, ça dit, la 4e de couverture, ça dit, le 7 mars 2005, la France entière découvre la silhouette longiligne et le visage émacié de Jean Lassalle et entreprend l'Assemblée nationale la grève. Et donc, moi, j'ai sursauté, j'ai fait mon calcul, j'ai dit, mais c'était pas 2005, c'était 2006. Et vous voyez, ça, c'est pas de moi. Parce que vous saurez que dans un livre, moi je l'ai appris, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas choisir la 1 ni la 4. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, j'aurais pas pris cette photo si j'avais dû prendre la 1. Et le François Bayrou, qui est votre frère, là, je ne sais pas comment ils ont traduit ça. Ah, je les ai un peu aidés. Parce que le contenu, par contre, ensuite, c'est l'auteur. Oui, vous pouvez mettre, à partir du moment où vous assumez, tout. Sauf qu'ils sont quand même un petit peu, peuvent vous censurer, parce que je voulais raconter l'histoire de la maison de Valérie. Mais ça, ils n'ont pas voulu. Oui, vous avez un peu glissé, on n'a pas trop compris d'ailleurs. Hein, oui, on ne comprend pas très bien. Mais parce que je ne peux pas aller jusqu'au bout. Non, mais les éditeurs ont toujours très peur des procès. Voilà, vous parlez de Radio Laurent, juste pour encore la dernière conclusion, vous parliez de Radio Laurent. Moi, j'ai été un peu déçue en tant que membre de Radio Laurent lorsque vous terminez avec votre grève de la faim et vous dites que vous rentrez chez vous, ça y est, c'est signé, Sarkozy, tout le monde, tout a débloqué, chez Toyal, etc. Vous rentrez chez vous et vous êtes content, puis c'est les vacances. Et puis, nous, de l'intérieur, ici, de Laurent, on l'a pas vécu comme ça, parce que votre grève de la faim, quand elle s'est terminée, de quelques jours après, en sortant de l'hôpital, vous étiez le samedi soir, à la salle Géliotte pour animer le Festival des Vallées à Radio Laurent. Et je me suis dit, tiens, c'est dommage, il n'a pas parlé qu'il faisait sa présentation devant 400 personnes, ou 450, je ne sais plus, à Oloron, pour animer un programme
produit par la radio locale. Et pour nous, c'était le clin d'œil, de conclusion aussi. Pour nous, ça a été ça, votre grève de la faim, parce qu'on avait plein de coups de téléphone à Radio Laurent. Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il viendra pas? Est-ce que c'est lui qui animera? Et alors nous, on avait enregistré le jingle de présentation avant que vous commenciez la grève, et on disait sur Radio Laurent, le Festival des Vallées animé par Jean Lassalle. Et puis on savait pas du tout si vous viendriez, mais on s'était dit, attends, on va pas l'enlever, parce que comme ça, au moins, les gens viendront au festival. Et vous étiez là. Donc on vous en remercie. Et je veux m'excuser si j'ai fait de la peine à Radio Laurent, je ne voulais vraiment pas. D'abord, on oublie toujours de citer, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, ça m'arrive à moi, le jour de mes fiançailles, j'ai oublié de placer ma belle-mère. Donc, vous voyez, c'est toujours ceux qu'on voudrait les plus honorer qu'on oublie. Quant au reste, j'ai tout ça à ma mémoire, mais je ne voulais pas donner le sentiment de tomber dans le pathos, comme on dit aujourd'hui. C'était une boutade, hein. Oui, c'était une boutade. Mais montrer le type... alors que je tenais à peine debout, qui voulait aller jusqu'au bout de son courage, j'aurais senti ça déplacé. Vous aurez noté que j'ai fait peu d'autosatisfaction, je me suis plus souvent mis en cause que je n'ai essayé de me promouvoir. Donc voilà, j'aurais pu citer ça, mais je n'ai pas fait parce que je me suis dit, voilà, il veut vraiment se mettre en valeur. C'était une plaisanterie. Merci. Merci à tous.